La peur est une force de répulsion. La peur en tant que force de répulsion, donc. Ça serait ça le sujet. Ouais. Mais la peur, c'est une force de répulsion du psychisme de l'être relativement à des formes. C'est-à-dire que la peur, c'est une relation de polarité négative avec une forme, tout simplement. OK. C'est-à-dire que si on a polarisé notre relation, on a entretenu ou créé une relation fixe, puisque toute relation avec une forme a toujours un élément prédéterminé, puisque sinon ce n'est pas une relation, c'est une observation. Une relation, donc, avec une forme est nécessairement polarisée. Nécessairement? Nécessairement polarisée. On peut parvenir avec effort à dépolariser la relation avec la forme, auquel cas on est dans de mauvais draps, puisque la polarité est là pour nous renseigner sur notre relation avec la forme. Ah. Et ceci, c'est important. Très important. Très, très important. C'est un excellent sujet que vous abordez là. Donc, je vais poursuivre. Continuons. Donc, l'humain entretient toujours des relations polarisées avec les formes. Et à cause de cette polarité-là, il reconnaît dans sa psychologie subjective, par exemple, la peur. Puisque le sujet, c'est la peur en tant que force de répulsion, on va utiliser cet exemple-là en tant qu'exemple de relation avec une forme. OK. Donc, il pourrait y avoir d'autres relations négatives, comme la haine ou la colère, ou bon, peu importe. OK. Mais la polarité dans la relation avec la forme, elle est très importante puisqu'elle renseigne le psychisme sur l'existence d'une relation avec une forme. OK. OK. Puisque une relation avec le réel est toujours sans polarité. Une relation avec la forme, normalement, elle est toujours avec polarité. OK. Mais il y a des gens qui développent des méthodes pour ôter la polarité de la relation avec la forme. D'accord. Ce qui est extrêmement toxique, puisque l'être ne cesse pas sa relation avec la forme en tant que repère psychique. Donc, il ne vient pas plus en relation avec le réel en tant que repère psychique. Il continue de se faire berner en prenant la forme comme repère psychique. OK. Mais puisqu'il a ôté la polarité dans cette relation, il se sent une neutralité relativement à cette relation qui n'est pas naturelle. OK. Et cette neutralité artificielle, si on veut, de la relation avec la forme, est extrêmement toxique puisque psychologiquement, elle n'a pas de différence avec la neutralité qu'un être entretient lorsqu'il entre en relation avec le réel. Donc, un être qui est en relation avec le réel vit surtout au niveau psychologique, nous ne parlons pas d'un être qui aurait une conscience complète de tous les paramètres de son psychisme du premier au dernier, mais bien un être qui serait, disons, un terrestre, donc en évolution, disons, présumons qu'il soit en évolution, mais à ce moment-là, il peut facilement se faire berner à croire qu'il est en relation avec le réel puisqu'il est dans une certaine neutralité. OK, donc il ne ressent pas d'émotion par rapport à cette forme ou X. Exactement. La forme n'est plus en mesure de susciter chez cet être une réaction émotive. Mais justement, on sait ou on a su ou on s'est fait renseigner du fait que la relation avec le réel se fait toujours dans la neutralité. Et donc, on a d'un côté la relation normale avec la forme qui est émotive, qui est polarisée. Et de l'autre côté, la relation avec le réel, on ne dit pas normal ni anormal puisqu'il n'y en a qu'une sorte. C'est la relation avec le réel qui est toujours neutre, toujours froide. Sans émotion. Donc, toujours sans émotion, effectivement. Et donc, à ce moment-là, si on ôte la polarité de la relation avec la forme, on risque de confondre la relation avec la forme avec la relation avec le réel. Mais non seulement on risque, mais je veux dire, on est pas mal rendu là. Si on fait ça, on n'a plus moyen. Est-ce qu'on a moyen de distinguer entre les deux?
Ça prend un raffinement très avancé de la conscience relativement à, disons, la norme humaine au début du 21e siècle. Ça prend un grand raffinement de la conscience. Donc, comment est-ce qu'on arriverait? Il faut déjà avoir une conscience vibratoire. Si on n'a pas une conscience vibratoire, on ne peut pas percevoir le fait qu'il n'y a pas de vibration dans la relation avec la forme. OK. Petite parenthèse, donc, c'est la vibration qui détermine ou qui qualifie la relation avec le réel ou la nature du réel? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Okay. Oui. C'est la qualité vibratoire, disons. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, c'est, si on veut, par exemple, identifier qu'on est bien en relation avec le réel, ben, il y a une vibration. La vibration du réel, elle est immanquable si on a une conscience vibratoire. Okay. Donc, si on a une conscience vibratoire, on le sait, on est en conscience avec une forme ou avec le réel, c'est relativement clair. Okay. Même si on est une conscience vibratoire embryonnaire, on pourra s'asseoir, se mettre dans un état méditatif, considérer la chose, regarder autre chose, puis voir là où il y a une vibration du réel qui commence à surgir à travers les brumes et les brouillards et les embûches du psychisme non encore parfaitement épuré. OK. Très bien. Donc revenons justement à la relation dépolarisée avec cette forme, ou donc une relation neutre, disons. Alors donc il n'y a pas de qualité vibratoire, évidemment. Mais une personne qui n'est pas dans une conscience vibratoire, qui a simplement, mettons, commis le geste de dépolariser sa relation avec cette forme-là, peu importe quelle qu'elle soit, à ce moment-là, ne pourra pas faire la différence entre le réel et la forme. Effectivement. Il est berné d'une manière absolue. Donc, il pourra se croire un être conscient, il pourra se croire un être supraconscient, il pourra se croire un être, il pourra se prendre pour le Messie. OK. Disons que dans un tel cas, l'indice qui révélerait que l'être est en relation avec des formes au lieu d'être en relation avec le réel serait la psychologie de son ego. OK. C'est-à-dire que s'il continue de penser en tant qu'ego, s'il pense à lui-même, s'il pense à comment il est perçu, s'il se demande s'il est bien perçu, s'il est bien reçu, si il a l'air d'un être conscient. Dans ses relations avec les autres, ça va s'exprimer comment? Ben, c'est-à-dire, vous venez d'en parler en partie. En partie. Mais effectivement, il pourrait, par exemple, ramener les choses en relation avec autrui à lui-même toujours. Donc, ça fait un être qui est égocentrique. Parce que l'ego est dominant dans un tel être. Si un être n'a pas une conscience vibratoire, son ego est dominant en tant que composante de son être, plutôt que d'être en équilibre. La différence entre un être conscient et un être inconscient, c'est qu'un être inconscient, son ego est dominant, tandis qu'un être conscient, son ego est en équilibre avec ses autres aspects, et donc l'ego ne prend pas toute la place. Il s'efface et laisse l'intelligence passer, parce qu'il faut que l'ego s'efface pour que l'intelligence passe. Dans l'ego, il n'y a pas d'intelligence. Il ne peut pas y avoir d'intelligence à moins qu'il soit justement en effacement partiel, un effacement suffisant pour que l'intelligence soit au moins égale à cet ego et puisse passer à travers là où il n'y avait que de l'ego. Et donc, dans les relations avec les autres, ça peut faire un être dominant, un être manipulateur, un être très semblable à l'être de l'involution, puisque c'est encore un être de l'involution, mais revêtu d'habits, disons, qui veut se donner des airs plus nobles. Donc, ça en fait un être probablement, passablement dangereux. Donc, si on prend, par exemple, Anthony Robbins, c'est probablement ce genre de truc qu'il a développé. Okay. Avec la programmation neurolinguistique. Donc, ça fait un être qui se croit vraiment très bon, très puissant, et qui dégage des qualités de dominance sur autrui. Donc, les gens sont très impressionnés lorsqu'ils le rencontrent, et il joue sur ses cartes.
Mais ce n'est pas un être conscient, c'est un être dominant et dominateur. C'est presque un être qui se fabrique une personnalité sociopathe. Effectivement. Il se trouve à s'accaparer d'une certaine manière les qualités, entre guillemets, d'une personne sociopathe qui n'a pas d'émotion. C'est ça, d'émotion par rapport à ses formes, et donc il peut se croire neutre, mais en réalité, c'est qu'il a évacué la dimension émotive qu'il renseignait. Oui. Et donc... Il n'est plus renseigné. Sur la qualité. Et il est très, très loin aussi de ses émotions, de ses sentiments par la même. Il croirait qu'il n'en a plus. Il croirait qu'il en a, ok. Alors que le mécanisme de l'émotion est toujours parfaitement présent, toujours au cœur de sa manifestation psychologique, mais jamais activé, ou très peu activé. Et ce qui est intéressant dans des cas comme ça, c'est qu'effectivement, disons que prenons un exemple d'un psychopathe, lui pourrait avoir une polarisation positive dans la souffrance. Donc, il jouit de faire souffrir quelqu'un, par exemple. Mais la plupart des gens ont une polarisation négative relativement à la souffrance. OK? Ils n'aiment pas la faire subir aux autres, et ils n'aiment pas la subir eux-mêmes. Et d'ailleurs, de là est née une certaine équivalence spirituelle et religieuse et morale de ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et c'est très bien. Pour la plupart des gens, ça fonctionne. Si on ôte la polarité négative dans la cruauté, ça ouvre à l'être la voie de la cruauté pour parvenir aux objectifs de sa psychologie. Alors là où auparavant il aurait eu une inhibition morale de ne pas être cruel pour parvenir, par exemple, à son prochain million, donnons un exemple comme ça, ben à ce moment-ci, en notant la relation, ou si on veut la polarité, dans sa relation avec la forme de la cruauté, il s'autorise à être cruel afin de parvenir à ses objectifs psychologiques, puisqu'il demeure toujours dans l'arène du psychologique, puisqu'il n'est pas dans le réel. Donc effectivement, ça ouvre la voie à des phénomènes sociopathiques réels. Cette personne-là, disons, hypothétiquement, qui prendrait cette voie-là, n'aurait aucune idée de la gravité de ses gestes. Je sais pas s'il serait même capable d'évaluer, par exemple, il ou elle, la gravité de ses gestes ou les conséquences, ou de s'en faire d'une manière ou d'une autre. Ce que ça donnerait comme phénomène, c'est une personne qui croit savoir que cette cruauté n'est pas grave, qu'elle ne compte pas, et qu'elle est amplement justifiée, puisque les mécanismes de la rationalisation, qui font partie de la psychologie de l'ego, ne sont pas transmutés dans un tel cas. Donc, à ce moment-là, justifier que tu souffres, mais ça doit t'appartenir alors. Donc ça peut être grave. Donc, revenons à l'idée que des gens, par exemple, puissent choisir de, comme vous dites, dépolariser leur relation. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils, comme vous disiez, ils enlèvent un renseignement très, très, très important par rapport à la forme qui habite leur psyché. Donc, ils se trouvent sourds et aveugles. Oui, et se trouvent amputés de puissants renseignements sur leurs propres activités psychiques et psychologiques. Et vitales et dans le monde. Parce que on entend beaucoup parler de, par exemple, dans les groupes où on parle de spiritualité, de supramental, etc. Les gens vont beaucoup parler en termes de polarisation. Je dois dépolariser telle chose. On va souvent lire ça. On doit dépolariser, notre programmation. Mais c'est très nocif. Mais je pense que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est un très grand poison. On ne doit pas dépolariser sa programmation, puisque ça nous renseigne sur le fait qu'il y a programmation. Donc, c'est de se transformer en automate que de dépolariser son psychisme sans ôter, transmuter, détruire la programmation qui règne dessus. Donc,
La programmation, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si on ne fait que la dépolariser, on la garde et on lui ôte son renseignement, comme on dit. Mais si on la détruit, c'est une autre chose complètement. Ça n'a rien à voir avec la simple dépolarisation. Mais si on détruit cette programmation, donc si on détruit son propre karma, qui sont la même chose, la programmation de l'âme et le karma, c'est une chose. Si on détruit donc la programmation de l'âme, le karma, les événements changent. La manifestation de l'être change. OK. Par rapport à ces formes qui ne sont plus là, ou ce karma qui est maintenant détruit. Oui, et étant sans karma, rien ne va le toucher. Donc les événements ne vont pas s'attaquer à lui. Mais ça lui ouvre donc la voie de faire, si on veut, n'importe quoi, sans qu'il y ait d'inhibition morale pour lui empêcher, par exemple, de faire souffrir quelqu'un, ou d'être cruel envers quelqu'un pour atteindre ses objectifs, par exemple, les objectifs de sa psychologie. Ceci devient possible pour cet être qui est conscient, ou cet être qui n'a plus de programmation, mais ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Ce n'est possible qu'en théorie, alors qu'en pratique, lorsque l'être est en relation avec le réel, la cruauté, même si en théorie elle serait possible, on le voit tout de suite qu'elle est sans intérêt, qu'elle n'offre rien de bon, qu'elle ne fait que détruire. Un être dans sa nature fondamentale est créateur, et ça ne l'intéresse pas de détruire le bonheur, la joie de vivre des autres pour se sentir puissant. Mais dans la psychologie de l'ego, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de maladies comme ça, de vouloir rendre les autres misérables et de se trouver puissants. Donc, on le voit beaucoup. Donc, il dit plutôt qu'il y a des gens qui offrent ce genre de méthode par rapport à la dépolarisation. Oui, je crois que la programmation neurolinguistique, c'est un tel truc. Okay. J'ai pas étudié en profondeur cette méthode, mais... Donc, il y a quand même un avertissement assez important à donner par rapport à cette notion ou cette façon de faire, là. Absolument. Il n'y a qu'une voie pour l'humain. Il n'y a qu'une seule voie dans l'évolution pour l'humain. C'est la voie de Psyence, la révolution de l'esprit. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre. Ça peut sembler, il y a des gens qui vont dire, oui, mais pour qui il se prend, ce mec? Je me prends pour rien. Mais il y a une science. On ne fait pas des opérations chimiques par la méditation, comme on ne fait pas l'évolution psychique de l'être en faisant des conneries. Alors, il faut le savoir. Il y a des sciences pour chaque aspect de la vie. Et la science du psychisme, elle arrive à ce moment-ci de la vie parce que il y a de plus en plus des humains qui sont capables d'en supporter les aspects les plus fondamentaux. Il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas fondamentaux. Ça prendra des siècles avant qu'il y ait suffisamment de gens qui sont capables de supporter cette science à un degré suffisamment avancé pour qu'il puisse y avoir une grande littérature avec de multiples auteurs à ce sujet. Mais toute science commence ainsi. Il n'y a qu'une façon de faire. Donc voilà. Et toutes les autres façons de faire qu'on a développées jusqu'à maintenant, mais s'adressent à différents stades, différentes étapes d'évolution psychologique de l'ego et qui ne s'adressent pas au supramental. Donc à l'évolution réelle, supérieure et éventuellement ultime de l'humain. J'aimerais revenir un petit peu plus par rapport à la polarisation. Oui. Une personne qui aurait, par exemple, fait ces opérations de dépolarisation à plus ou moins grande ampleur dans sa propre psychologie, comment elle pourrait... Bon, puis on présume que c'est pas un sociopathe ou un psychopathe, c'est juste une personne qui en a assez de souffrir. On lui a présenté cette approche comme étant un moyen d'arrêter de souffrir, et elle l'a fait, et boum, wow, pendant un temps, elle ne souffre plus, mais probablement que peu de temps après, aussi, elle se rend compte qu'elle ne sent plus grand-chose, elle ne ressent plus grand-chose, ou elle ressent de moins en moins de choses. Et sa vie n'est pas si heureuse qu'elle croyait qu'elle le croyait.
comment, à ce moment-là, une personne peut même se rendre compte que de ce qui se passe? Est-ce que il y a moyen pour elle, sans savoir, elle n'a plus moyen de savoir si elle est en relation avec le réel ou avec une forme? Qu'est-ce qui est possible pour une personne dans cette situation? Est-ce que quelque chose est possible? Cette personne doit réaliser que l'absence de souffrance psychologique ne signifie pas pour autant la présence de l'intelligence supramentale, ni de la créativité, ni de la faculté d'améliorer sa vie et la vie des gens autour de soi. Donc ça, c'est la première marque de l'être qui accomplit réellement quelque chose avec son psychisme. Donc, elle doit réaliser ceci, elle doit réaliser que, oui, elle s'est débarrassée d'une souffrance psychologique et que sa vie en est allégée, son existence en est allégée, mais que elle n'a pas la plénitude. Elle recherche toujours, elle a toujours le manque dans l'âme. Le manque dans l'âme, c'est très important comme indice, si on veut, pour une personne comme ça. Donc, si elle n'arrive pas à ressentir l'appréciation pour les gens autour d'elle, quels qu'ils soient, on doit se poser des questions. Si on n'arrive pas à apprécier les gens au-delà de ce qu'ils font, au-delà de ce qu'ils disent, on n'est pas un être conscient. On n'est pas un être qui a résolu les problèmes de son psychisme. Si on regarde les gens et qu'on n'a pas l'étincelle au cœur qui apprécie l'être sans même connaître l'être, avant de connaître l'être, on doit apprécier l'être. Seulement dans cette situation peut-on arriver à connaître l'être. On ne peut pas connaître l'être sans apprécier l'être avant de le connaître. Et si donc on a de la difficulté à apprécier l'être, que ça ne surgit pas spontanément du fond du cœur et ne remplit pas le chakra cardiaque de l'être lorsqu'il rencontre une personne, d'appréciation pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans le cas où une telle personne écouterait cet enregistrement, ben, nous devons lui conseiller d'avoir recours à des outils scientifiquement élaborés afin de régler les problèmes qui sont les mêmes problèmes que ceux de l'être de l'évolution, qui ont simplement été allégés. Cette personne-là, en fait, va toujours avoir le même karma. Oui. N'est-ce pas? Parce que si les formes sont encore là, son karma va continuer à se produire. Oui. Mais là, elle va se trouver dans une situation où, ces événements-là continuent à se produire, qui étaient, disons qu'ils étaient des événements désagréables, par exemple, reliés à forme X. Là, non seulement les événements continuent à se produire, mais elle ne ressent plus rien par rapport à ça. Exactement. Et donc, là, à ce moment-là, peut-elle même agir, a-t-elle même la motivation pour y faire quoi que ce soit? Puisque psychologiquement ces mécanismes psychologiques de rationalisation sont toujours actifs, elle pourrait arriver et dire, mais c'est ma vie c'est comme ça, je l'accepte maintenant, je suis au repos avec ceci, et ma vie c'est comme ça. Alors que sa vie n'est pas comme ça, c'est simplement son karma qui est comme ça. Et que justement, sa vie, c'est de sortir de ce foutu karma. C'est de le sortir dehors, dans le sac à ordures, et qu'il ne soit plus jamais partie de sa vie. La vraie liberté, la liberté véritable que chacun cherche au fond de lui-même et qui croit qu'il a, mais qu'il n'a pas. Les gens se croient libres, même si on les force à porter des masques à longueur de journée, pour des raisons qui semblent de plus en plus farfelues, qu'on les force à rester chez eux pour des raisons qu'on ne croit pas, mais les gens trouvent moyen de rationaliser qu'ils sont libres quand même. Oui, on est toujours libre
de payer nos impôts en retard et de se faire saisir par un huissier ou de les payer à temps, mais ce n'est pas une très grande liberté. Ce n'est pas une très grande liberté. Donc, lorsqu'on peut rationaliser, là où je veux en venir, c'est lorsqu'on peut rationaliser, on peut prendre une manifestation minime et très limitée d'une chose et l'ériger en réussite extraordinaire. Donc, lorsque la rationalisation est toujours au rendez-vous du psychisme de l'être, il faut faire attention parce que l'illusion n'est pas loin. Donc, pour un être qui a dépolarisé ce qu'il croyait être son psychisme, en fait, il n'a dépolarisé que sa relation avec des formes sur le plan astral. Mais il est toujours sous la coupe. Il est toujours sous l'emprise de ces formes. Donc, il va dire, je n'ai pas d'émotion dans le mental. Et peut-être il n'en a beaucoup moins, mais il n'a pas de sensibilité non plus. Il n'a pas de conscience vibratoire non plus. Alors, c'est très dommage. C'est très, très dommage. C'est une... C'est plus que du surplace, là. C'est comme presque... En tout cas, c'est à tout le moins faire du surplace. C'est, je dirais, de la régression dans une cage bien verrouillée. Donc, ça prend une science pour sortir d'une cage bien verrouillée. On n'en sort pas par hasard, alors que dans la configuration précédente de son être, la conscience pouvait surgir d'une masse d'expérience suffisante. Vous savez, l'évolution de l'humain, c'est censé faire l'expérience de la relation avec la forme, jusqu'à ce que le contre-choc de ces polarités dans la relation avec la forme émeuve tellement l'âme qu'il se produit dans l'être éventuellement un jour une révolte contre ce phénomène. Dire, mais merde, pourquoi? Je suis toujours dans l'inquiétude. Il se passe jamais rien de si malheureux, mais je vis comme si j'étais au bord de la catastrophe continuellement. Je n'en veux plus. Et là, les questions commencent, la recherche commence, et éventuellement, s'il y a suffisamment de révolte, même si la personne n'a pas de réponse, n'a pas de science, si elle a suffisamment de révolte relativement à ce processus, elle pourra créer une brèche dans cette coquille de souffrance qu'on appelle la programmation de la psychologie de l'ego, et créant une petite brèche, une petite fente, un peu de lumière passe, et là, la personne commence à vouloir créer à nouveau ceci, puis continuer, puis ceci devient un processus de destruction de ce truc infernal qu'on nous a imposé, ou plutôt qu'on a choisi de se faire imposer en venant s'incarner ici. Il faut pas être con. Nous avons choisi de se faire imposer ces choses en venant s'incarner ici. Donc, pour amener peut-être une conclusion, comme vous disiez tout à l'heure, dépolariser, c'est un peu comme s'enfermer dans une cage et jeter la clé. Oui, carrément. Puisque ça donne l'impression qu'on est libre, mais on l'est pas plus qu'avant. Donc, alors qu'avant, on se savait prisonnier de quelque chose, on avait au moins la chance, sachant qu'on est prisonnier de quelque chose, d'y faire quelque chose. Mais là, lorsqu'on est dans l'illusion d'être libre et d'avoir achevé tout le processus, qu'est-ce qui reste? Il reste du surplace dans une cage. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Si vous souhaitez poser davantage de gestes concrets dans le développement de votre conscience, nous vous invitons à visiter notre site web afin de découvrir notre outil Science, la révolution de l'esprit. Bon cheminement!